3 ans après l'entrée en vigueur de la réforme visant à instaurer l'approche par compétences au sein des IUT, comment les équipes pédagogiques ont-elles vécu et mis en place ce changement? Afin d'apporter des premiers éléments de réponse à cette grande question, l'invité d'aujourd'hui va venir vous partager son retour d'expérience de la mise en place de l'approche par compétences au sein de sa composante. Entrepreneur, enseignant-chercheur affilié à l'IUT de Bordeaux-Montaigne, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie d'Arnaud. Bonjour Arnaud. Salut. Très content de t'avoir sur ce podcast destiné au retour d'expérience, destiné aux enseignants, aux étudiants et à tout professionnel intéressé de près ou de loin à la démarche réflexive, la démarche portfolio et l'approche par compétences. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Arnaud Lévy? Merci déjà pour l'invitation. Je suis développeur web, cofondateur d'une coopérative de développement qui s'appelle Noesia, une SCOP. Euh, j'ai un parcours dans le numérique depuis 2020 à peu près, et une activité d'enseignement depuis 2022 à l'université Bordeaux-Montaigne en UT, métier du multimédia et de l'Internet. Euh, pour être précis, j'occupe un poste de maître de conférence associé, donc de PAST depuis 2006, ce qui commence à faire un petit bout de temps. Et puis, j'ai pris avec Marlène Dulaurent, qui est notre chef de département bien-aimé à Bordeaux, euh, la direction des études en 2018 avec un projet pédagogique, donc avant la réforme du bachelor, avec un projet pédagogique qui consistait à passer dans une succession, fabriquer l'année, la colonne vertébrale de la maquette en une succession d'ateliers. Euh, alors, on ne s'est pas tellement rendu compte de ce qu'on faisait, mais on s'est retrouvé en fait extrêmement proche de certaines logiques de l'approche par compétences, avec un petit peu d'avance entre guillemets. Alors, je mets des gros guillemets parce qu'en réalité, il y a plein de choses qui étaient faites en IUT et, qui étaient déjà cohérentes avec l'APC. C'est pas comme si c'était un changement du tout au tout, quoi. Mais donc voilà, une partie, pour répondre à ta question, une partie de, euh, sur LinkedIn ou dans les milieux où on fait beaucoup de bullshit, on dit entrepreneuriat, mais en fait, c'est plus une forme d'artisanat numérique, donc on travaille de dev et de création et gestion d'entreprises, mais de petites entreprises. Chez Noesia, on est 7, c'est pas très gros, et les entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué, comme fondateur ou comme directeur associé, euh, c'est monté à une vingtaine de personnes maximum, donc j'ai pas d'expérience de grosse boîte, quoi. Euh, et puis une partie euh, d'enseignement et d'expérimentation pédagogique avec, suite à cette réforme, une participation très active à l'écriture du programme MMI, du programme national MMI, avec l'Assemblée des chefs de département. Euh, C'était un moment vraiment chouette. Moi, j'ai pas du tout mal vécu la création du nouveau programme et le passage à la PC. Pour moi, c'était vraiment un truc super intéressant avec une équipe autour de David Hanbick, une équipe qui était vraiment chouette, plein de collègues qui étaient très euh, contents et un peu inquiets, évidemment, et inquiètes aussi, hein. On n'était pas très sûr de tout ce que ça allait donner, mais avec un gros focus sur les métiers, auxquels on préparait, à quoi est-ce que ça devait ressembler, comment on pouvait faire quelque chose, voilà, qui était vraiment pertinent, et notamment sur les enjeux éthiques et écologiques qui, pour moi, sont extrêmement importants. Comment on prépare euh, des citoyens, des citoyennes, et pas seulement des gens qui travaillent dans l'Internet. Ok, donc là pour clarifier, quand tu dis un focus métier, tu parles bien des différents métiers auxquels le but MMI est censé préparer, et quelles compétences il faut pour exercer ces métiers, et comment vous, en tant qu'enseignant et en tant que formation but MMI, vous allez les préparer. C'est exactement ça. Pardon, oui, merci de clarifier. En fait, on a pris relativement au sérieux l'approche de Marianne et François, décrite dans le bouquin chez Debuck, le bouquin Orange sur l'APC. Et avec Marlène, on a vraiment lu ça et on s'est dit, mais c'est super, on va essayer, quoi. Et le conseil
je trouve un des conseils vraiment importants, c'était de partir d'une feuille blanche. De ne pas essayer de partir des cours existants, mais de partir d'une feuille blanche pour fabriquer le référentiel de compétences. Et donc, ben, on a fait ça et on a mélangé avec ce petit noyau des choses jetées sur une feuille blanche et des réunions des chefs de département et une vingtaine d'interviews de professionnels du multimédia et de l'Internet au fur et à mesure de la construction du référentiel à qui j'ai pris, ben, je lisais l'état du référentiel et je collectais les réactions. Est-ce qu'il manquait des trucs? Est-ce qu'il y avait des trucs qui étaient complètement à côté de la plaque? Et bon, on a eu la chance dans ce dispositif de pouvoir écouter des professionnels d'un bon niveau dans différents métiers, des gens dans des petites structures ou des grands groupes, mais qui pratiquaient les métiers du numérique à un assez bon niveau. Donc, ça a fait des retours qui étaient très divers et vastes et vraiment de chouette qualité, quoi. Donc, oui, pour répondre à ta question, il s'agit des métiers du numérique, des métiers du multimédia et de l'Internet. Euh, on a pu fabriquer un référentiel de compétences qui ne se posait pas la question où sont mes cours, mais qui se posait vraiment purement la question qu'est-ce que c'est qu'un bon professionnel ou une bonne professionnelle du multimédia ou de l'Internet euh, aujourd'hui et dans les 10 ou 15 années à venir. Qu'est-ce qu'il faut, les fameuses composantes essentielles, qu'est-ce qu'il faut pour que le métier soit bien fait et comment se structurent ces métiers. Et donc on est arrivé à un référentiel de compétences avec l'accompagnement du Lab7, c'est affiné, qui est devenu un peu plus opérationnel. Alors, il n'est pas parfait, hein, mais il est pas mal et il traduit une réalité métier. Enfin, quand on le montre à des professionnels, ils s'y retrouvent tout de suite. Ils voient où ils sont. C'est vraiment pas très difficile de leur expliquer et de leur expliquer. Les enjeux, en principe, ils sont. Euh, et donc, j'ai poursuivi ce travail-là en entrant dans le réseau des référents approche par compétences mis en place par l'Assemblée des directeurs d'IUT, la DUT, dans lequel je m'investis toujours aujourd'hui, euh, notamment dans les journées pédagogie et professionnalisation. Voilà pour une longue réponse à une question courte, pardon. Mais alors justement, j'allais en venir au fait que tu étais référent APC, donc c'est bien de le préciser, qu'une partie en fait de ton implication est aussi en dehors d'une curiosité personnelle, c'est aussi, j'imagine, les fonctions que te demande cette place, cette fonction de référent APC. Et tu as abordé directement en fait la question de comment on se lance quelque part dans l'approche par compétences. Et tu as commencé par dire que l'idéal, ou en tout cas ce qui est le plus souhaitable, c'est de partir d'une feuille blanche et d'éviter de partir de ce que, comment dire, de certaines prescriptions et de se mettre quelque part, si j'ai bien compris, autour de la table et se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme compétences, quelles compétences on veut faire développer à nos étudiants. Et quand tu dis on se met autour de la table, c'est les enseignants, mais aussi, si j'ai bien compris, quelque part des professionnels censés représenter le monde socio-économique. En tout cas, votre tissu économique local. Alors là, il s'agissait du tissu économique national et mondial, puisque, alors mondial, c'est un petit peu ambitieux, parce qu'on a des étudiants qui travaillent à l'international, mais pas la majorité non plus. Mais en tout cas, mondial au sens où les enjeux éthiques et écologiques, eux, ne se limitent pas à des frontières. Quand on n'a pas des pratiques sobres en matière écologique, et c'est vraiment difficile d'en avoir, hein. On impacte directement l'extraction de minerais en République du Congo, ou c'est relié de manière internationale. Donc ces enjeux-là ne se limitent pas, et ils ne sont surtout pas limités à un bassin régional d'emploi. Alors, avant de répondre, il faut préciser que ça n'est pas la même chose de faire une réforme curriculaire, c'est-à-dire d'écrire un programme national, et de faire une maquette pédagogique locale. Les deux sont des exercices absolument passionnants. C'est vraiment extra. Mais ce n'est pas les mêmes démarches. C'est-à-dire que dans une réforme curriculaire, on réfléchit à ce qu'il faudrait que le diplôme fasse et atteste, parce qu'il faudrait que les formations fassent, au rôle qu'il faudrait qu'elles remplissent. C'est-à-dire que les questions, c'est à quoi on prépare, à quel métier, comment bien pratiquer ces métiers. Et en principe, si on n'a pas trop raté notre cible, le référentiel de compétences synthétise ça. Les situations évoquées dans le référentiel,
les apprentissages critiques qui structurent les 3 niveaux, les 3 années, la manière de structurer les parcours en fonction des spécialités, tout ça, si c'est bien fait, ça donne une vision qui doit être valable. Enfin, moi, je trouve qu'une dizaine d'années, c'est un bon pas de temps. Elle doit être à peu près pertinente sur une dizaine d'années par rapport au métier auquel on prépare. Alors évidemment, je connais le contexte de MMI, mais je ne connais pas le contexte métier de tous les métiers de tous les BUT. Donc, je ne sais pas trop comment ça se transpose et je suis bien incapable de donner une certitude. Mais comment un référentiel de compétences et un programme, ça se réforme rarement. La dernière, c'était 2013. Si on fait un truc qui est obsolète dès le début, on a un peu raté le coche, quoi. Donc, il faut que ça tienne dans la durée. Donc, ça veut dire il faut prendre les choses avec suffisamment de distance et d'ambition académique, humaniste, pour pas faire un truc. Faut pas entrer dans un truc trop pouce-bouton ou trop opportuniste. C'est-à-dire, par exemple, ce serait complètement bizarre de parler des IA. Euh, les, les, les IA, c'est une technique dont on parle beaucoup en ce moment, mais il ne faut pas oublier que il y a 2 ans, c'était le métavers, il y a 4 ans, c'était les blockchains et les NFT, et dans 2 ans, il y aura encore autre chose. Ça ne veut pas dire que les IA n'ont pas d'intérêt ou sont complètement nuls, mais il faut faire gaffe au piège de la hype dans l'écriture de programmes. C'est pas parce que quelque chose. Enfin, on n'écrit pas un programme pour l'année en cours. Et donc, voilà, il faut garder une articulation entre une capacité à s'adapter à des évolutions court terme et des enjeux qui, eux, notamment des enjeux citoyens, qui, eux, sont long terme. Voilà, je ne sais pas si ça répond trop, j'ai oublié la question Alors, entre-temps. si je devais résumer, ça demanderait l'exercice difficile et subtil d'arriver à se projeter à 10 ans tout en gardant les pieds sur terre. Alors, un petit peu, alors je projetais à 10 ans, on n'est pas des devins, hein, mais c'est juste qu'on peut voir aujourd'hui, il me semble, assez évidemment, en tout cas dans le numérique, qu'il y a un problème de soutenabilité, un problème extrêmement fort de soutenabilité, qu'il y a un problème de trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a 3-4% des émissions de gaz à effet de serre en France qui viennent aujourd'hui du numérique et on est en croissance de 10% par an alors qu'il faudrait baisser. Donc, c'est pas très compliqué de dire qu'on va vers un problème, on est déjà dans un problème et on va vers un problème. Il y a aussi un travail de recherche qui est fait depuis des années, je pense à des gens comme Antonio Casilli, pardon, qui travaillent sur les droits humains, les travailleurs du clic, la prolétarisation liée au numérique. Il ne s'agit pas d'être devin, il s'agit juste d'être euh, en prise avec la recherche scientifique sur les enjeux du numérique, de ce métier, euh, pour voir que la compatibilité entre les enjeux business et les enjeux éthiques et écologiques, c'est un chantier qui va. Enfin, on a des décennies de chantier là-dessus. C'est pas simple. Et donc, former des professionnels du numérique, à mon avis, en tant qu'université, donc qu'espace d'humanisme, de culture et d'humanisme, mais ça veut dire outiller les personnes, nos étudiants et étudiantes, pour qu'ils aient évidemment des compétences techniques, mais ça, c'est presque la partie facile, mais qu'ils aient un recul éthique, politique, citoyen, des outils conceptuels, notamment sur la complexité, pour arriver à agir sans trop nuire, quoi, sans faire trop de dégâts. Donc, c'est pas tant un exercice de prospective, parce que ce qui m'a semblé entendre dans ce que tu disais, c'est pas tant arriver à deviner où ça va, qu'un exercice de lucidité citoyenne. Il faut constater où on en est aujourd'hui et se dire qu'on ne va pas pouvoir, euh, on en est à 3 planètes à peu près aujourd'hui, 3 planètes par an utilisées pour vivre comme on le fait, euh, avec des pays du Sud global qui ont leur niveau de vie qui monte et c'est bien légitime, et des pays du Nord global qui ne veulent pas du tout baisser leur niveau de vie. Quand il s'agit de limiter, par exemple, d'interdire les pubs pour les SUV pour essayer d'adopter des meilleures pratiques, il y a des résistances hyper fortes, quoi. Euh, donc voilà, il s'agit de faire un équilibre au niveau du programme, faire un équilibre entre euh, les enjeux scientifiques, les enjeux de la recherche, les enjeux citoyens et les enjeux métiers avec dans un unité, le T, c'est technique. Donc, les enjeux métiers sont souvent sur des métiers techniques, des postes de techniciens. Donc voilà, il y a une sorte de triangle à faire, je trouve, entre science et technique. C'est très loin d'être la même chose. Il y a des confusions, mais c'est en fait pas du tout le même objet, quoi. Et, et puis citoyenneté. Euh, comment on, comment on fait? Voilà. Et
Et justement, pour rebondir sur tout ce que tu viens de dire, si on veut faire ça concrètement, ça demande quelque part de se mettre autour d'une table, mais d'arriver à communiquer, en fait, échanger des visions, des représentations. J'imagine que vous avez dû avoir des groupes de travail assez importants lors de la rédaction de ces programmes nationaux. Tout à fait. Ça implique des échanges qui sont parfois extrêmement. C'est surprenant parfois de fluidité parce qu'en fait, il y a un socle, je trouve, de valeurs assez fortes avec beaucoup de collègues et collègues et des moments où on n'est pas du tout d'accord et c'est normal parce qu'il y a des points de vue vraiment différents. Moi, j'ai eu des moments, j'étais carrément surpris d'entendre des profs de marketing, souvent de marketing numérique, enfin, les gens qui parlent du digital, euh, qui ne sont pas conscients que c'est un faux ami, que c'est pas le bon mot, et qui défendaient la libre entreprise, des gens qui pouvaient être fonctionnaires, hein, et qui défendaient les nudges, le marketing comportemental, enfin, qui avaient l'impression que, en fait, qui étaient du côté du service public dans les faits, mais dont on aurait dit que le cœur était vraiment du côté des marchés libres, enfin, du libéralisme et du néolibéralisme. Euh, alors que par ailleurs, ça peut être des gens qui sont vraiment humainement qui sont attentifs, qui prennent soin. Mais il y a une espèce de, il y a des courts-circuits, je trouve, des courts-circuits de valeurs. Et on est l'université, on est l'école publique, on est l'école de la République, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait une pluralité de points de vue et qu'il n'y ait pas, c'est pas parce qu'on est dans l'université que on doit défendre que les marchés privés, c'est le mal. Les marchés privés, ça pose beaucoup de problèmes. La compétition, la concurrence libre, enfin, ça pose plein de problèmes. Mais néanmoins, pourquoi pas? Et c'est bien aussi qu'on forme nos étudiants à ces fonctionnements en soulevant les limites éthiques, scientifiques, fonctionnelles. Enfin, il y en a plein des limites. Donc oui, Oui, bien sûr, tu as tout à fait raison. C'est beaucoup d'échanges euh, avec des points d'accord et des points de désaccord. Et il s'agit, je trouve, à la fois d'être assez fortement ancré sur des valeurs. L'université, je trouve, doit défendre des valeurs d'égalité, des valeurs de citoyenneté. Et en même temps, comment on fait? Tu vois, le marketing numérique, c'est vraiment, c'est le truc hyper, c'est l'exemple facile. Comment tu fais pour former des gamins à aller voler l'attention des gens en faisant des campagnes de pub sur TikTok? En fait, c'est complètement schizophrène. C'est-à-dire que dans un point de vue de pur technicien, sans réflexion éthique à la Ellul, enfin ce qu'évoquait Ellul sur le système technicien, je ne dis pas qu'Ellul était dans un point de vue technicien sans éthique, mais qu'il a parlé de ces sujets et analysé. Dans un point de vue de technicien, bah, en fait, il y a un marché, on te demande dans une entreprise de faire ça, tu le fais et tu essayes de le faire correctement. Tu vois, c'est un peu Charlie Chaplin, tu es un rouage dans la machine, quoi. Mais d'un point de vue humaniste, bah, on sait que TikTok pousse des gamins au suicide, qu'Instagram a un effet désastreux sur les jeunes femmes. On sait que le Facebook ou d'autres capitalismes de l'attention ont un effet désastreux sur bah, notamment les bulles politiques. Enfin, Et alors voilà. justement, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Est-ce que ce que tu viens de dire là, ce côté technicien façon Charlie Chaplin dans les temps modernes, ça se connecte à ce que tu disais tout à l'heure, ce prolétariat numérique? Bah oui, complètement. Il y a pour moi un risque euh, si on refuse, si on n'assume pas la dimension citoyenne de notre travail d'enseignant et d'enseignante, il y a un risque fort de former des soldats du capitalisme de surveillance, du capitalisme de l'attention, du capitalisme de plateforme, ce que Durand appelle le techno-féodalisme. Euh, C'est-à-dire, il y a, euh, dans le numérique en tout cas, si on se cantonne à la technique, on, on a un effet toxique. Hmm. Il faut forcément politiser la question du numérique et donc il faut forcément avoir apporté des grilles de lecture, des, des points de vue sur des enjeux et amener. C'est pour ça que j'ai jamais bien compris le reproche qui a été fait à l'APC, même si je comprends d'où ça peut venir, de, euh, d'être asservi au marché. Euh, pour moi, justement, l'APC est l'occasion de faire dialoguer les enjeux éthiques avec les enjeux techniques et d'asservissement. Et si on se saisit de l'écriture du référentiel de compétences pour mettre en balance ces enjeux éthiques avec les enjeux
financiers, techniques, eh ben, on peut créer un référentiel de compétences, donc un programme, puisque c'est un socle programmatique, un programme dans lequel on ne va pas glisser sous le tapis tous ces sujets et former des gens pour aller bosser à de l'optimisation publicitaire sans avoir jamais évoqué le fait qu'on extrait l'attention des gens. Mais on va au contraire leur dire, leur expliquer les enjeux. Alors chez nous, ça va être les enjeux d'accessibilité aux personnes en situation de handicap, les enjeux de numérisation forcée de la société, de création par exemple de citoyens de seconde zone, parce que tout est numérique. Donc les gens qui sont victimes de fractures numériques, d'électronisme, ils ne peuvent plus exercer leur citoyenneté. Et voilà, il y a ces enjeux parmi plein d'autres, les enjeux aussi de dommages écologiques et dommages humains, de dignité humaine dans le numérique. Donc voilà, oui, c'est un dialogue euh, avec des désaccords qui doivent absolument trouver leur place. C'est normal qu'autour de la table, il y ait des gens qui disent c'est pas notre rôle de se préoccuper de ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est normal qu'il y en ait. Et il faut respecter ces différentes sensibilités et arriver à un programme qui, je crois, traduit quelque chose, De cohérent ou un consensus quelque part? pas un consensus, plutôt un dissensus représentatif, c'est-à-dire une bonne controverse. C'est normal qu'on donne des cours de marketing, même si pour moi, le marketing, c'est vraiment une partie du problème. C'est normal qu'on donne des cours de marketing parce que ce sont des bonnes techniques et qu'on doit former à ces techniques. Mais en même temps, il faut les contrebalancer par des cours d'éthique du numérique et d'éthique de la technique, des cours de politique liés à la technique. Euh, voilà, il faut non pas arriver à un dénominateur commun minimal, qui serait consensuel et éventuellement mou, mais arriver plutôt à une bonne représentation des dissensus. C'est-à-dire, il y a d'un côté des gens, par exemple, des alternumérismes divers qui sont très radicaux, des libristes, par exemple, et qui parfois le sont au point qu'on ne voit pas très bien où ils veulent en venir. Et de l'autre côté, il y a des montagnes d'argent dans le numérique sur un numérique qui est plutôt toxique et où on va, si on veut envoyer nos étudiants et étudiantes trouver des emplois dans ces structures, ça va être très facile. Donc, voilà, il faut leur donner, je trouve, donner à nos étudiants et nos étudiantes une vision plurielle, ouverte de ces réalités multiples. Et se rappeler que quand on essaye d'aller au pragmatisme ou à l'efficacité, c'est souvent le nom de la domination. Quand on dit qu'on est pragmatique, c'est souvent qu'on est du côté des dominants et qu'on écrase les dominés. Et qu'on peut se permettre d'être pragmatique. Il y a plusieurs raisons à ça, ça peut être plein de contextes différents, mais je trouve que expliquer les enjeux politiques, expliquer notamment les tensions entre humanisme et technique, ben, ça permet de faire d'éveiller nos étudiants et étudiantes. Et nous, on le voit depuis qu'on a mis en place, on a un petit peu de recul, du coup, depuis 2018. On a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui vont travailler dans l'accessibilité numérique, dans l'inclusion, qui vont travailler dans des structures sur l'éco-conception, sur un numérique avec un visage plus humain, sur des questions politiques aussi liées au numérique. Enfin, on avait, dans les années 2000, il y avait une mythologie très Californie et start-up. Agence de com, agence digitale, start-up. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui ont constaté que la Startup Nation, c'était de la merde, c'était juste un truc ringard, trop pourri, et que faire travailler dans le numérique de manière digne, ça ne se passerait clairement pas dans des startups. Ce qui ne veut pas dire que toutes les startups sont nulles, juste la très grande majorité, quoi. Et ils l'ont bien compris. Et moi, pour avoir eu des petites expériences en start-up, ouais, je pourrais pas trop les contredire là-dessus. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans tout ce que tu me dis, ça m'a fait l'espace d'un instant repenser à un moment quand j'étais enfant. J'avais joué à un jeu Star Wars, je suis un grand fan de Star Wars, et dedans il y avait un personnage qui expliquait, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais pouvoir, il y a juste des pouvoirs, et le côté bon, c'est la façon avec laquelle tu vas les utiliser. Et ce qui fait faire que tu vas te comporter, enfin, ce qui va faire d'ailleurs des bons ou des mauvais pouvoirs, c'est plutôt ta façon de les utiliser, d'utiliser des capacités à un instant T. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit depuis le début, c'est qu'au final, toi, ce qui te paraît fondamental lorsque l'on construit une approche par compétence, un référentiel de compétences, ce sont les valeurs, ce sont les idées, vers quoi, vers quelle vision on veut se tourner. Vers quel, en fait, quel degré de conscience, quelle vision du citoyen on veut développer, faire développer chez nos apprenants. Si j'ai bien compris, c'est ça qui te paraît fondamental.
C'est-à-dire que ça c'est mon moteur euh, personnel. Je pense qu'un bon référentiel de compétences, c'est une articulation entre une bonne maîtrise technique des métiers, ce qui n'est pas un sujet facile, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui, en fait, connaissent un tout petit morceau des métiers auxquels ils forment, par exemple, qui ne les ont jamais pratiqués. Donc, ça rend les choses très difficiles. Il faut donc, pour moi, cette bonne maîtrise technique des métiers articulée avec, avec des valeurs personnelles. Évidemment, chacun va articuler différemment, mais à des enjeux euh, scientifiques et humanistes. C'est ce triangle entre des pratiques de la société civile, en fait, des pratiques qui se font autour du numérique, dans notre cas en MMI, une recherche scientifique qui étudie ces différents objets et qui les documente, qui donne des regards euh, sur plein d'aspects. Et on est l'université quand même, donc c'est un mélange d'enseignement et de recherche, et, et une fabrique citoyenne. Et là, les gens, je trouve, il y a une question de... Il y a souvent une interprétation que je ne comprends pas bien, moi, de la, du devoir de réserve et de la neutralité axiologique à l'université. C'est-à-dire, souvent, les universitaires, les chercheurs, chercheuses ont l'impression qu'ils doivent laisser leur point de vue à la porte. Et là, ce que j'ai compris de la neutralité axiologique dont parle Max Weber, c'est pas que on ne doit pas avoir de point de vue ou de sensibilité, notamment politique. C'est qu'il faut faire parfaitement la distinction entre ce qui est des faits scientifiques, ce qui est prouvé scientifiquement, ce qui est de l'ordre de la connaissance, et ce qui est de l'ordre du point de vue. C'est pas qu'on ne doit pas avoir de point de vue, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour nos étudiants et étudiantes quand on annonce quelque chose, quand on dit, on partage. Il faut être très clair. Est-ce que ce sont des opinions ou des sensibilités ou est-ce que ce sont des faits prouvés? Et à partir du moment où on sépare correctement les deux, on n'a pas à laisser le citoyen à l'entrée quand on entre à l'université, quoi, ou le citoyen ou la citoyenne. Donc, j'ai pas l'impression que, enfin, je ne dirais pas que les valeurs sont le socle, je dirais que les valeurs font partie du socle et qu'il doit y avoir, je pense qu'un référentiel de compétences créé pour une école privée a peut avoir des valeurs qui sont pour moi très problématiques. Mais à l'université, on est le service public. Comme Et, lesquels? pardon? Comme quelles compétences, enfin, quelle vision te paraîtrait problématique? Bah, par exemple, je trouve qu'une école privée peut tout à fait défendre le fait qu'il faut absolument utiliser toutes les technologies qui sortent en faveur de l'efficacité et que euh, finalement, par exemple, quand on met en esclavage des gens en Inde ou en Afrique pour faire tourner des IA, ben, en fait, on leur amène de l'emploi. Et que donc, il ne faut pas se préoccuper de ces enjeux-là, que ça va juste faire monter, tu vois, la théorie du ruissellement, quoi. Euh, Ouais. Scientifiquement, on sait que ça ne marche pas. On sait qu'il n'y a pas de preuve de ça, quoi. Et alors qu'il y a pas mal de preuves de l'inverse. Mais une école privée qui est un business, en fait, peut tout à fait créer un référentiel de compétences lié au métier du numérique qui n'intègre pas comme une espèce de frontière grave à ne pas franchir les questions de droits humains. Tu vois, c'est là que je dis, un référentiel de compétences, c'est un objet pédagogique qui nous sert à nous guider, à nous structurer. Puis on viendra peut-être après à la maquette, comment on fait une maquette à partir de tout ça, parce que c'est un autre sujet. Euh, Ce référentiel de compétences, c'est un objet qui lui-même n'est pas intrinsèquement, comme tu le disais pour Star Wars, bon ou mauvais. C'est un outil intellectuel. Et comment on l'utilise, ben après, ça dépend. Et moi, je trouve que dans l'université, on doit euh, une éthique humaniste qui, qui peut avoir des points de vue, ça peut être subtil si tu veux. Mais je trouve que se cantonner à des pratiques techniciennes et considérer que les autres enjeux sont pas importants, ben, c'est ne pas être à la hauteur de la mission de l'université en tant que service public. Qui est? Former des citoyens, des citoyennes, former euh, une partie de scientifiques, de personnes qui valorisent la vérité, la recherche de la connaissance. Et je crois la question de la formation de, dans le cas des unités de techniciens, techniciennes, mais de personnes, enfin, la question de l'employabilité n'est pas pour moi le cœur de l'université. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'ignorer, on peut le prendre en compte, mais pas comme l'alpha et l'oméga de ce qu'on fait à l'université. On ne forme pas des soldats qui vont aller travailler ensuite dans des boîtes privées, enfin des soldats du numérique.
On doit Hmm. former des citoyens et des citoyennes. On revient encore, encore et toujours à quelque part ce débat ou cette controverse, l'université doit-elle contribuer à l'élévation de l'esprit ou à former à des métiers? Et, et tu sais, quand j'avais vu, je t'en avais déjà parlé, mais j'ai vu passer l'appel de Villejean, l'appel à la manifester contre l'entrée de l'approche par compétence du premier degré dans le supérieur, et où justement les détracteurs de l'approche par compétence voyaient un peu cette dernière comme une façon de déshumaniser l'être humain. Et j'en avais discuté dans le précédent podcast avec Yann Vacher, qui est chercheur en réflexivité, et on se disait qu'en fait, de par justement cette nécessité de mettre en place une démarche réflexive, un esprit critique ou même une démarche portfolio, on pouvait en fait arriver à cette prise de recul et à cette construction de de la citoyenneté. Parce que quelque part, en tant qu'étudiant ou même en tant qu'être humain, il s'agit de se dire, j'ai développé telle ou telle compétence qui me serviront à telle ou telle activité dans ma vie, et ces activités vont nourrir tel ou tel dessin en fonction de mes valeurs. Et à partir du moment où, où à un instant T dans notre vie, on est capable de faire ce cheminement, de se dire pourquoi je fais les choses, au nom de quelle valeur et quel idéal ou quelle vision de la société je poursuis, bah, que ce soit entre guillemets fondamentalement bien ou mal, on a gagné parce que la personne est capable de faire ce cheminement-là. Oui. Et, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, oui, on peut l'approche par compétence, on peut en faire quelque chose de vraiment génial si, comme tu l'as dit, on n'est pas dans une logique d'affichage et qu'on a réellement envie d'avoir cette conciliation développement de compétences métiers et recul quelque part réflexif. Ouais, complètement en phase. Déjà, il faudrait peut-être dire les approches par compétences, parce que quand j'entends raconter ce qui se fait au lycée, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que moi j'en connais. Donc, c'est peut-être une histoire d'implémentation, de mise en œuvre. Franchement, j'en sais rien. Moi, je suis tombé là-dedans avec les écrits, la définition de Jacques Tardif, le savoir agir complexe, et les travaux de Marianne Poumet et François Georges. Et rapidement, en travaillant avec eux, en fait, j'ai bien vu ce qui les motivait et ce qu'ils mettaient derrière. Et on n'est pas du tout dans une approche déshumanisante. C'est pas juste qu'on peut en faire quelque chose qui est bien. C'est que l'approche du LabSet, elle est profondément humaine et responsable. Il s'agit de considérer des êtres humains dont il faut prendre soin dans une société qui elle-même doit prendre soin. Et c'est vraiment à la fois dans leur façon d'être à tous les deux, parce que j'ai beaucoup, enfin, voilà, j'ai eu la chance de beaucoup échanger avec eux, travailler avec eux, et il ne s'agit pas d'un détournement, il s'agit de la base, de la racine de ce qu'ils essayent de faire. Et ensuite, ça a été transformé euh, en un ensemble de règles difficiles à comprendre, parce qu'il y avait des, des filières, des départements qui étaient super pénibles, qui étaient réticents au possible, qui mélangeaient des enjeux, par ailleurs, qui pouvaient être légitimes, mais des enjeux de résistance syndicale à la privatisation du service public, enjeu que je partage complètement. Il ne faut pas privatiser le service public. Les appels à projets à l'université, les réformes imposées, ça peut fragiliser énormément les gens et il faut prendre soin des gens. Et Mais ça a été tout justement, mélangé. quand tu parles, quand tu prends prendre soin des gens et quand tu donnais l'exemple des appels à projets, j'ai vu des universités qui avaient justement répondu à des appels à projets, transformation pédagogique, mise en place de l'approche par compétences, où l'objectif, en fait, les indicateurs des projets, c'est par exemple avoir un certain nombre de formations, tant de pourcentage de formation de licence, basculer en approche par compétences. Mais comment est-ce qu'on va mesurer ce passage en approche par compétences? Par l'écriture de référentiel. Mais est-ce que la simple écriture d'un référentiel témoigne d'une réelle en fait approche par compétence? Mais non. Non, non, Mais pas du tout. Pas du tout. Et bon, c'est pour ça que pour moi, c'est très important de comprendre les intentions, les visions et les intentions, et pas le tissu de règles. Parce que c'est très facile de ne pas comprendre les intentions derrière un ensemble de règles. Et en l'occurrence, je les ai vus se construire au fur et à mesure, les règles sur l'APC en bachelor. Et les équilibres 40-60, 60-40, les pondérations, la place du portfolio, les notations de ressources, notation de SAE, etc. En fait, dans une APC pure, on n'a pas besoin de noter les ressources en tant que ressources. On n'a pas besoin d'un portfolio.
On n'a pas besoin, en fait, on observe juste ce qui se passe dans les SAE. Et les situations étant suffisamment authentiques, c'est-à-dire mettant les étudiants et étudiantes face à des choix euh, pas évidents dans des situations d'un bon niveau d'authenticité et complexes, on les voit agir et en les observant agir, on voit s'ils mobilisent les ressources nécessaires pour bien agir et s'ils savent faire. Et si ensuite, en dialoguant, ils, ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire ou c'est juste un hasard. Et avec ce dialogue et cette observation, qui est un truc très maïotique, assez simple en fait comme approche, hein, c'est pas fou, c'est de la pédagogie et du soin, enfin, de l'attention apportée à l'autre, assez basique, quoi. Tu sais, mais ce que tu dis là, certains pourraient voir ça un peu comme du druidisme, hein. Parce que j'en ai pas mal discuté avec Yann, et justement, quand on fait de la démarche, quand on enseigne, entre guillemets, la démarche réflexive, on est constamment dans cette maïotique, on est constamment dans cet accompagnement à l'introspection. Mais on a vite des collègues qui trouvent ça presque ésotérique. Le terme, soit c'est magique, soit c'est ésotérique. Et tu rentres en fait dans une grande question, et je ne sais pas si on aura le temps de développer à fond là-dessus, qui me reste quoi, 10 minutes, c'est comment est-ce qu'on évalue concrètement ces compétences. Tu as commencé à répondre à cette question, mais j'aimerais que tu développes davantage. Euh, alors, la première chose sur cette évaluation, puis c'est peut-être souhaitable quand même de revenir aux maquettes, parce que pour les collègues qui éventuellement pourraient tomber sur l'échange, c'est peut-être important de voir. Mais bon, sur cette question de l'évaluation, la première chose qui est tragique, c'est qu'on ne peut évaluer que des choses qu'on sait faire. C'est-à-dire que ce n'est pas possible si on est par exemple enseignant en mathématiques ou en expression en MMI, d'évaluer si on n'a que cette expérience d'enseignement, ce qui est rarement le cas. En réalité, les gens sont multiples et plein de surprises. Mais si on n'a que cette expérience d'enseignement d'une discipline, on ne peut pas évaluer la compétence, euh, par exemple, concevoir ou co-concevoir une stratégie complexe. On ne peut pas, en fait, si on n'a pas fait les métiers qui sont derrière, ou une expérience même indirecte des métiers, euh, on ne peut pas les évaluer. C'est-à-dire on ne peut pas savoir si quelqu'un est compétent sur quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. C'est assez banal, mais ça met les enseignants dans une situation extrêmement inconfortable, parce qu'ils ont l'habitude d'être maîtres en leur royaume et de pouvoir dire si ça et ça est maîtrisé, c'est bon. Et on arrive à des situations extrêmement paradoxales où toutes les ressources, les matières peuvent être évaluées avec des... J'ai eu le cas il y a des années d'une étudiante extrêmement brillante, très très scolaire, et qui en fait, si tu veux, l'ensemble des évaluations était excellent. Mais quand la personne était mise en situation réelle, elle ne savait plus rien faire. C'est-à-dire que c'était un perroquet brillant. Et c'est la différence entre le savoir agir complexe et l'accumulation, la mémorisation de ressources, de Et, connaissances. Alors le terme ressources a vexé aussi les enseignants, ce que je comprends, mais l'accumulation de connaissances. Il y a, pardon, j'ai envie d'intervenir parce que ça m'intrigue, parce que là, tu as en fait dans ton raisonnement, tu as peut-être inconsciemment ou inconsciemment opposé le côté académique, scolaire, au réel. Ça voudrait dire que quelque part, ce que l'on fait à l'université ne nous connecte pas au réel. oh là, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça veut dire que ça peut être déconnecté. Ok. En théorie, et ça a été une grande discussion dans la construction du référentiel de formation, qui était le pendant, la liste des courses, la liste des ingrédients, la liste des cours et des ressources. Là, dans le cas de MMI, ça a été une foire d'empoigne, c'est-à-dire que tout le monde a voulu remettre ses cours. Mais l'approche de Marianne et François là-dessus était très claire. Si une ressource, un élément dans une ressource n'est pas nécessaire pour savoir agir dans une situation complexe, c'est-à-dire n'est pas nécessaire à la pratique, enlevez-le. Ça n'est pas la peine. Et ce qui est perçu par les enseignants comme ma matière est inutile, c'est un scandale. Et Et, ce qui mais, peut être tragique, hein. oui, alors, ce qui est très drôle, c'est que je trouve c'est super bien que tu en parles, parce que ce matin, je discutais, je discutais avec une enseignante, et elle me disait, mais on a, on a quelque chose, on a une forme d'écueil en fait, c'est qu'on a des étudiants, on a le retour des évaluations en entreprise des alternants, et ce sont
En fait, les entreprises, leurs tuteurs, sont pour la plupart très satisfaits, qui Ah ouais? font très bien le taf. Et quand on les regarde, nous, dans nos matières, ben, ce sont des billes. Et là, elle me dit, mais comment ça se fait? Ils vont avoir leur but. Et je lui ai dit justement, mais pose-toi la question, si justement ils font super bien le taf et que leur entreprise est satisfaite d'eux, techniquement comme humainement, se pose la question de l'adéquation des matières enseignées avec les compétences à développer. Et justement, se poser cette question-là, ça demande d'affronter en fait ouais, ce côté un peu inconfortable du est-ce que je suis utile? Parce que justement, c'est un sentiment que ressortent les enseignants, c'est si Oui. justement les entreprises sont super contentes et que moi, au final, ma matière, ils s'en foutent parce qu'ils réussissent bien, à quoi je sers? Alors, je vais essayer de nuancer parce que c'est un terrain miné et subtil. Il ne s'agit pas de dire que les entreprises sont juges de paix. Les entreprises qui font de la merde et qui sont super contentes avec des étudiants qui sont nuls. Nuls, je ne parle pas en tant que personne, mais qui ont des compétences très faibles. Seulement, les entreprises peuvent être très contentes avec ces compétences très faibles. Et par ailleurs, il y a tous les cadres sont différents. Et souvent, on n'attend pas énormément d'un stagiaire. Donc, si déjà il est bien ou elle est bien propre et qu'elle est polie, la personne, et qu'elle arrive à l'heure, c'est déjà pas mal, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en satisfont. Donc, il ne s'agit en aucun cas de se subordonner à la vision de l'entreprise. C'est important d'entendre le retour de l'entreprise, mais pas de considérer que l'entreprise a raison. Ce n'est pas toujours le cas, voire c'est souvent pas le cas. D'où la nécessité de cette communication dès le départ quand on veut établir un référentiel de compétences entre enseignants, monde universitaire et monde professionnel. Qu'est-ce Oui, que veut l'un? Qu'est-ce qu'estime important l'autre pour arriver oui. à une forme de compromis? C'est pas tant un compromis qu'une conscience complète, aussi complète que possible. Et là, il faut aussi de l'ambition, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue en IUT, mais il y a parfois une forme de complexe d'infériorité. C'est-à-dire on forme des gens qui bon, sont, voilà, c'est bac plus 3, c'est des techniciens, c'est pas foufou, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est pas une bonne posture. Il faut être dans une posture d'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on va vouloir que tous nos étudiants et étudiantes soient excellents. Ils feront leur chemin, il y a plein de manières dignes de vivre, mais il faut se donner la possibilité pour ceux et celles qui euh, le souhaitent d'aller vers une pratique de très grande qualité, quelle que soit la pratique, quoi. Et, et donc, sur les ressources, il ne s'agit pas de se dire tout simplement ce que je fais est inutile parce que les entreprises ne voient pas le bénéfice, mais il s'agit plutôt de se dire, pour être des bons professionnels, qu'est-ce qu'il faut? Et, et là, c'est très exigeant, c'est-à-dire que arriver à faire, je prends l'exemple dans le numérique, arriver à faire un, un numérique qui ne fait pas de dégâts, ça implique une compréhension de ben, savoir ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, savoir ce que c'est que le rapport énergie-climat, savoir ce que c'est que, ben, par exemple, avoir des notions en physique permettant de savoir ce que c'est que le PUE d'un data center, savoir ce que c'est que l'obsolescence, savoir ce que c'est que les tactiques marketing de stimulation d'obsolescence. En fait, on a besoin de tout ça pour avoir une action qui est qualifiée, une action qui est bonne, quoi. Et donc, tous les gens qui se sentaient inutiles, il va falloir qu'ils l'expliquent tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, si on sort l'académisme par la porte, il revient par la fenêtre. C'est-à-dire, à un moment, on en a besoin de cette culture académique et on en a besoin à un niveau qui est bien plus élevé que la plupart des enseignants et enseignantes qui se plaignent de ne plus être utiles ou qui se plaignent ou qui ont peur, parce que c'est souvent très sincère, de ne plus Oui. être utiles. En fait, ils sont extrêmement utiles. Mais ce que j'ai remarqué de très toxique, c'est l'idée qu'il faut commencer par les bases. Ça, c'est assez stupide dans la plupart des cas, et les enseignants s'en rendent pas du tout compte parce qu'ils ont eux-mêmes été biberonnés à ça. Il faut commencer par des trucs très simples. Mais il y a à la fois l'idée de la zone proximale de développement, que si on donne un truc trop difficile, bah on largue les personnes, les apprenants et apprenantes, mais aussi il y a l'idée que si on donne des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité, les gens s'en foutent. Et donc, il faut donner les enjeux dans toute leur complexité et ensuite aller naviguer petit à petit dans un paysage complet, quoi. Mais c'est comme l'enseignement de la musique. Si tu commences par expliquer le solfège et par faire des suites de 3 notes, eh ben, tu as la plupart pendant 2 ans, eh ben, tu as la plupart des gens qui décrochent en disant c'est trop ennuyeux. Et Je pensais exactement à ça quand tu parlais d'aller étape par étape, de commencer petit. oui, Je me suis dit, j'ai vraiment pensé au solfège et je me suis dit,
C'est pour ça que j'ai pas encore eu le courage de me lancer dedans, parce que pour moi, faire de la musique, composer de la musique, c'était pas forcément bouffer du solfège. Ben, Peut-être. c'est vraiment le bon exemple, je trouve, pédagogique. Il y a une logique didactique qui dit tu vas prendre les trucs étape par étape et tu vas te faire chier pendant des années avant de pouvoir faire un truc qui est peut-être chouette. Et d'ailleurs, il faut voir qu'au passage, ça réussit avec une partie des gens, mais ça casse énormément de gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, arrivés au moment où ils pourraient faire des trucs chouettes, sont devenus des robots. Oui, et justement, mais est-ce que c'est pas là, tu as utilisé un concept qui est très important, c'est-à-dire à l'IUT, on va rechercher l'excellence. Mais est-ce que dans l'esprit de ces gens qui veulent imposer le solfège, pour rester dans l'exemple du solfège, s'il n'y a pas une volonté de faire manifester, de faire émerger l'excellence, justement, en distinguant ceux qui auront eu le courage de se faire chier pendant 3 ans Oui, et oui, ça ceux peut. qui auront lâché. Ça peut, mais j'aime pas du tout. Ah oui, je C'est pas comprends. comme ça qu'on fait pour faire bien, parce qu'en fait, ça fait souffrir tout le monde pour faire émerger trois quatre personnes qui souvent seront en dépression 15 ans après. Alors, Donc franchement, se pose la question, qu'est-ce que l'excellence et comment, enfin, comment est-ce qu'on la définit et comment est-ce qu'on la transmet? je crois que c'est un mélange de, de curiosité et de temps. En fait, si on est plein de passion pour quelque chose, qu'on a envie de le faire, qu'on trouve ça important et qu'on fouille, bah, avec le temps, on devient bon ou bonne. C'est tout simple. Et je crois que ce qu'il faut, c'est transmettre des enthousiasmes. Parce qu'on a un petit peu de temps sur Terre, c'est pas si long, c'est fragile tout ça. Et donc transmettre, je crois, des choses dont on trouve qu'elles valent la peine et, et la capacité à être suffisamment en confiance avec les autres, avec soi-même, pour essayer et essayer de faire très bien. Et je pense que l'excellence, elle vient pas d'une compétition ou d'un écrémage. L'excellence, elle vient d'une pratique passionnée, d'une pratique pleine de, de vie et d'une curiosité. Quand on ne se limite pas, moi je dis à mes étudiants chaque année, pour se préparer au stage, ça marche plus ou moins, mais qu'est-ce que vous connaissez de mieux dans ce que vous avez envie de faire? Eh bien, contactez les gens qui font ça. Contactez-les et demandez-leur d'aller en stage, échanger, et aller là où vous voyez les meilleurs trucs. Et même si vous voulez aller en stage chez Pixar, peut-être que ça ne marchera pas, mais en allant en stage à l'endroit où vous trouvez qu'il y a vraiment le meilleur du meilleur, ben vous aurez, ben, en regardant, vous aurez en fait rencontré d'autres gens qui font d'autres trucs bien et nouer un réseau dans lequel ben, vous allez apprendre à un bon niveau. Et pour moi, c'est ça l'excellence. C'est pas une forme de, comment? Il ne s'agit pas d'enlever les gens qui ne sont pas excellents. C'est pas un écrémage s'il y a de la place pour tout le monde. Il s'agit d'essayer de faire en sorte que chacun vive euh, de manière euh, épanouie ce qui le fait vibrer Mhm. et, et Oui, développer ça. naviguer et faire en sorte que chaque être humain, si je reprends les Philippe de Guéhendrix, puisse naviguer dans sa zone de génie et s'épanouir comme ça. Et là où c'est un peu, j'ai l'impression que je fais un peu de l'inception dans le sens où quand tu parlais, eh bien, je me retrouvais là-dedans dans le sens où je t'ai contacté justement par cette curiosité, parce que j'avais envie d'en savoir davantage. Et cet échange qu'on a aujourd'hui, il part de cette curiosité qu'on a en commun, je pense. Ben, Et oui, c'est gentil de ramener à cette histoire de curiosité. Tu as raison, elle est réciproque et je crois que c'est pas. Enfin, il y a un mélange de liberté et d'ambition, mais qui n'est pas une ambition de statut social, d'aller, comment, d'avoir une grosse voiture, c'est pas du tout ça. C'est une ambition plutôt, je ne sais pas si on peut dire, mais une sorte d'ambition poétique, c'est-à-dire d'essayer de vivre sa vie joliment et de le faire. En fait, voilà, on a. Bon, ça, c'est des sensibilités personnelles, mais je ne sais pas si tout le monde a besoin de se retrouver là-dedans pour que la PC puisse être bénéfique, mais moi, je trouve que c'est la vie, c'est pas une guerre, c'est pas une compétition, c'est plutôt un moment fragile et en tant qu'enseignant, enseignante et en tant que service public, je trouve que notre travail est d'accompagner chacun pour trouver une place digne et épanouie. Hmm. Oui, et, justement pour trouver sa place selon un processus ou un chemin le plus, comment dire, sain ou sécurisant possible, tu as parlé justement de cette nécessité de se détacher de la compétition. Et là, je pense à ce que disait André Tricot, la nécessité de distinguer les buts de performance et les buts de maîtrise.
Le but de performance, c'est je veux être meilleur que mon voisin. But de maîtrise, je veux être meilleur que moi-même. Et Oui, ce qui est très intéressant, c'est le rapport au temps qui découle de chacun. C'est-à-dire que quand on cherche à être meilleur que soi-même, eh ben on va chercher à être meilleur que le mois d'hier ou le mois d'il y a quelque temps. Et peu importe le temps que ça nous prendra, on va y aller petit à petit. Mais à partir du moment où il faut être meilleur que quelqu'un d'autre, eh bien, on va rentrer dans un rapport au temps beaucoup plus contraint. Et qui dit rapport au temps beaucoup plus contraint, dit eh ben, beaucoup de blessures ou de traumatismes. Et ah là, oui, oui. j'ai envie de donner un exemple très très concret. On avait parlé du solfège, mais on pourrait aussi prendre l'exemple de la gymnastique. La gymnastique, je parle la gymnastique aux agrès, eh bien, pour faire des, comment dire, de nos jeunes des titans aux Jeux Olympiques, on va les prendre dès le plus jeune âge, on va leur mettre un rythme d'entraînement extrêmement intensif avec des méthodes plus ou moins archaïques. On va avoir des jeunes qui vont se faire leur première coiffe des rotateurs à 14-15 ans et une retraite sportive à 25 ans. Donc, Ouais. on les aura envoyés quelque part au firmament, on les a envoyés sur scène avec tous les projecteurs, ils auront connu, entre guillemets, une ère de gloire, mais après, en fait quittent de leur Ah oui, oui. avenir. Ouais. Et quand on dit quitte de leur avenir, ça pose quelque chose de très, entre guillemets, très grave et très important. Ça veut dire que leur identité personnelle n'était qu'une gravité qu'autour de cet esprit de compétition, qu'autour de leur capacité à être sur un podium. Et Oui. comme tu l'as dit, c'est peut-être un peu triste. Peut-être que dans la vie, on a autre chose à aller chercher, à Ah explorer. ben, complètement. Moi, un schéma, un modèle qui me convient beaucoup mieux, c'est l'artisan d'art. Essayer de faire bien et d'aller chercher à la fois des savoir-faire, euh, de la personnalité et oui, encore une fois, une poésie. C'est-à-dire, on va peut-être refaire qu'on fabrique des meubles ou de la lutherie ou peu importe en fait, mais essayer de faire et de se dire, on va essayer de faire bien. Et ce bien, en fait, à chaque fois, ben, peut-être ça se peaufine. Et c'est pas tant, même la compétition avec soi-même, ok, c'est plutôt une recherche d'élégance en fait. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce que le geste peut être vraiment impeccable? Est-ce qu'on peut bien comprendre le contexte? Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on arrive à être, à transmettre? En fait, c'est dans plein de pratiques, mais euh, oui, c'est une forme de présence au monde et de douceur aussi, qui n'est pas évidente, mais qui s'appuie sur un socle qui, lui, euh, doit être très robuste. C'est-à-dire, c'est pas un truc de lâcher prise contemplatif total. C'est que je pense qu'il y a pas mal de fois où il faut qu'on se batte pour ce qu'on croit. Mais, Mhm. mais quand on se bat, c'est pas pour dépasser, c'est pour défendre des valeurs, c'est pas pour dépasser quelqu'un d'autre. Oui, C'est pas pour servir son intérêt. C'est, voilà, je crois que c'est une manière d'être. Mais bon, euh, je- c'est pas évident, c'est beaucoup de choses non, différentes. ce que tu dis, alors ce que tu dis, et je t'interromps encore une fois, désolé, mais il y a un truc Non, non, non. qui m'intrigue beaucoup et que je trouve fascinant, c'est que dans ton rapport à l'approche par compétence, à ce développement de compétences, il y a deux concepts qui reviennent. Donc le premier, c'est une curiosité, il y a une forme de sensibilité, et une autre, tu as dit plusieurs fois, tu as parlé du beau. Là, que Oui. pour toi, la beauté, quelque chose, est un concept qui est très fort, qui drive quelque part la vie des individus, ou en tout cas la tienne, la recherche du beau. C'est-à-dire que parfois j'ai l'impression que le mieux et le beau vont ensemble. Alors, je n'ai pas de jugement à apporter particulièrement là-dessus, mais je trouve ça assez fascinant. D'autant plus que moi, personnellement, il m'est arrivé de me retrouver dans ce type de fonctionnement, et c'est tout simplement en discutant avec des personnes à la salle de sport, quand on s'entraînait, Mhm. se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça? Au même titre qu'on va faire un but MMI, pourquoi est-ce on essaie de développer des compétences en sport divers et variés? Et ce que je répondais, c'est qu'à la fin, je leur expliquais, ben, je pense que le sport, dans ce qu'on fait, alors, je faisais un peu de gym, un ensemble de procédés connus et maîtrisés, de techniques, mais que j'avais envie, personnellement, de les transcender en y apportant une dimension artistique, la question du beau. Ouais, il y a plein de gens différents avec des drivers différents, hein. Je prétends pas que c'est bien ou mieux comme je le ressens moi. Enfin, là aussi, je trouve que la chose peut-être qui doit être commune, c'est la diversité. C'est-à-dire valoriser une diversité. Quand il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, en général, c'est un fascisme. Donc, il faut qu'il y ait pas mal de manières de faire. Moi, cette question de la sensibilité, du beau, de la fragilité, ça me parle. Et en même temps, c'est aussi parce que je suis très souvent en colère.
et que c'est une manière de gérer ça aussi, de composer. Donc, chaque personne est différente. Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas de leçon, j'en sais rien. Ce que je vois juste, c'est que j'ai retrouvé chez Marianne et François cette conscience de l'injustice profonde, de l'injustice sociale profonde, cette colère sociale, et l'envie d'une université qui est un acteur, euh, une université comme un acteur de plus d'égalité, de plus de culture, euh, de plus d'épanouissement, de dignité. Et pour moi, l'approche par compétence, l'écriture du référentiel, en tout cas, ça a été euh, des jalons dans ce sens-là, ce qui implique à la fois une bonne maîtrise technique, mais aussi un socle de valeur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ensuite, quand on revient à la maquette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine avec nos étudiants et étudiantes, très concrètement, eh ben, on retrouve ça. Tu vois, là, il y a j'ai eu une discussion ce matin avec Thomas dans notre équipe MMI qui porte un super atelier sur la cartographie de controverses euh, l'année prochaine, en février 2025. Et, euh, et on discutait du déroulement de l'atelier. J'ai rencontré une autre personne extra qui travaille sur le droit et l'éthique, qui est professeur de droit et qui travaille sur les enjeux éthiques de la législation. Et, et ben, la maquette devient l'occasion de lier les deux et de dire, eh ben, tiens, et si on faisait du design fiction juridique autour, là, les controverses, c'est sur l'IA et le transhumanisme. Et si on liait tout ça pour essayer de faire en sorte que euh, des sujets qui nous passionnent personnellement, Thomas, il travaille sur les esthétiques cyborgs, moi, les questions d'éthique du numérique, et voilà, Élise, ça s'assemble, et tout à coup, un truc émerge et les étudiants et étudiantes vont vivre ces 3 semaines d'atelier avec ce mélange entre différentes personnes et sensibilités, et ça va même les transformer. En fait, moi, je crois beaucoup à la pédagogie de la résonance, ce que dit Hartmut Rosa sur comment à un moment, quelque chose se passe, on sent des crépitements, quelque chose se passe. Alors, du coup le côté magique que tu évoques, oui, un peu. C'est-à-dire que quelque chose à un moment transforme. Et ça peut être, tu vois, j'ai souvenir d'un prof de maths au lycée qui avait cette espèce d'attention délicate à l'autre et, et qui, je pense, a rassuré et à donner confiance à des gens. Et ce truc magique s'est passé alors que pour lui, je pense que ce n'était pas magique, c'était juste faire son métier correctement. Mais à un moment, ça transforme. Et donc oui, il y a de la transmission de connaissances, mais il y a des connaissances qu'on peut apprendre par l'écoute, l'observation, par des livres. Il n'y a pas que les enseignants pour transmettre des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit Oui, pas le faire, mais... et justement, ça a fait écho à une autre discussion que j'avais avec une personne qui m'est très chère, c'est à la fin, on se pose la question, quelle est la plus-value d'un prof? Quelle est la raison d'être d'un prof? Et moi, c'était mon point de vue, j'allais dire, mais si la seule plus-value d'un prof, c'est simplement transmettre des connaissances, eh bien les profs sont voués à disparaître parce que la connaissance aujourd'hui, on peut la trouver n'importe où et c'est très facile de la trouver. Mais ce que j'apprécie beaucoup ce que j'aime beaucoup chez le prof, chez dans la personne humaine, c'est que c'est pas qu'une question de transmission, c'est une question d'éveil, des révélations, d'accompagnement. Et tu as parlé d'un prof de maths, mais je pense que tout être humain, un jour, on a été marqué par un prof en se Bien disant, sûr. waouh, ce gars est génial, on aimerait bien faire ça. Et c'est pas de par ses connaissances, c'est quelque part par sa poésie. Si je devais reprendre Là, tu parles ton- un peu de l'admiration. Alors, c'est sûr que ça a un rôle, mais il y a aussi, en fait, je pense qu'une grande partie de notre travail d'enseignants et enseignantes, c'est de donner confiance, c'est de projeter une voie possible ou des voies possibles pour nos étudiants et étudiantes et de leur dire, par notre simple présence, qu'ils sont assez importants pour qu'on soit là devant eux et que ça compte. Et leur ouvrir des voies de possibles en leur disant, mais vas-y, tu peux. Et je crois que ça, euh, dans la connaissance, il y a aussi la question de la navigation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, mais de connaissances, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il faut naviguer dans toutes ces informations et c'est pas simple. Et donc, prendre la main et guider, dire voilà, voilà, cette info-là, elle vaut pas grand-chose. Voilà la source, voilà pourquoi ça vaut rien. Cette info-là, elle est beaucoup plus intéressante. Et puis, il y a ce sujet-là, cette info, ça, c'est subtil. Du coup, bah, peut-être que ça se dépasse. Enfin bon, les emmener en leur témoignant de l'attention.
Et je crois que oui, il s'agit de construire des connaissances, construire un point de vue critique, et on n'a finalement pas tellement parlé de portfolio, mais euh, de construire cette réflexion sur le monde, sur soi, sur les rapports à la connaissance même, à sa propre, la métacognition, en fait, comment soi-même on apprend. Enfin, mais c'est beaucoup leur donner le droit d'exister dans toute leur ampleur et leur ouvrir ce qu'on peut leur ouvrir parce que chacun on porte des mondes différents. Donc leur ouvrir les mondes que l'on porte et leur donner le droit d'y aller et le droit d'y entrer. Et moi, quand j'ai des étudiants qui viennent en IUT et qui, au final, vont faire, enfin, après un IUT MMI, vont être infirmiers et hyper épanouis, ou vont faire des thèses et être hyper épanouis, ou vont simplement aller travailler comme après un DUT, c'est un peu la logique que veut le ministère, aller travailler directement et être hyper épanoui. Moi, dans tous les cas, Tant mieux. je suis super content. J'ai l'impression d'avoir œuvré un petit peu à ce que des personnes puissent euh, vivre leur vie de façon épanouie. Et voilà, je crois. On n'est pas des coachs, c'est pas des conneries de développement personnel, c'est simplement l'humanité. Être humain et essayer de faire de son mieux. C'est très drôle parce que, pour la petite anecdote, avant qu'on se retrouve, toi et moi ici, je terminais de tourner une vidéo, de tourner et monter une vidéo, la dernière pour cette année universitaire, qui était pourquoi enseigner? Je réponds personnellement à cette question, pourquoi enseigner? En mobilisant en fait deux valeurs qui me drive. La première, ça reprend ce que tu as dit, c'est quelque part le sens ou le goût de la découverte, de découvrir des personnes. Et quand on dit des personnes, c'est des humanités, des mondes, des cultures, des sensibilités. Et, et ça, c'est la première des valeurs. Et la deuxième des valeurs, c'est le partage, c'est-à-dire le fait d'avoir des moments. Et quand je dis partage, il y a un truc très important, c'est le côté authentique. C'est-à-dire, à un instant T, je vais partager ce que moi, Dylan, je suis, même si j'ai un masque ou un rôle de professeur, et je vais essayer de faire en sorte que les étudiants fassent de même. Et c'est ce partage-là, c'est de ce partage authentique que vont naître des interactions, des relations de travail, un climat de confiance qui va en fait faire qu'on va tous avancer. Parce qu'on parle beaucoup des étudiants, mais je me plais à croire qu'en tant qu'enseignant, on grandit aussi Ah via ben cette ouais, activité. carrément. Oui, oui, ce moment, en fait, c'est aussi ça qui déstabilise pas mal d'enseignants. C'est que on n'est pas au-dessus. On a des compétences qui font que bah, on, on- on a quelques billes. On n'est pas complètement tout nu, mais on n'est pas au-dessus. On est juste souvent, on est plus vieux, ok, mais bon, on peut être un vieux con aussi, hein. C'est pas impossible. Ça arrive à plein de gens. Euh, Ça arrive peut-être même à tout le monde, ça dépend des moments, quoi. Oui, à un moment dans notre vie, j'imagine. Ouais, je pense, enfin, moi en tout cas, plus souvent qu'à mon âge. Euh, Tout le monde bouge dans cette histoire. Et c'est ça la résonance, c'est qu'à un moment, on sait pourquoi on est là, les étudiants savent pourquoi ils sont là, et quelque chose se transforme. Et on sort tous transformés de ce truc-là. Et c'est Euh, beau. c'est génial, c'est formidable. C'est un moment, et c'est pas forcément des grosses transformations, ça peut être des petites choses qui bougent, des petites prises de conscience, ou même pas de conscience, juste des choses qui se passent en dessous, sous le niveau de conscience. Et quand il se passe ça, ben, voilà, les yeux brillent, des choses, voilà, la classe a marché, quelque chose a marché. Et il y a plein d'autres fois où en fait, euh, c'est un peu plat. Il n'y a pas d'échange qui se fait, et là, bah, on n'a pas réussi. Et c'est pas grave, parce qu'on n'a pas d'obligation de résultat tout le temps, quoi. On essaye. Et c'est fragile, en fait. Et je trouve, voilà, cette grille de lecture sur la résonance de Hartmut Rosa, elle va vraiment dans le sens de ce que tu as décrit comme sensibilité personnelle sur le partage, la rencontre. Euh, euh, il y a quelque chose qui se passe et qui transforme. Alors, si la routine dans laquelle tout ça se passe, c'est de la transmission de connaissances, bah, soit, pourquoi pas. Ça peut être des moments qui suscitent des instants de transformation. Pourquoi pas? J'ai pas, moi, d'opposition à la vision didactique, tant que les gens ne veulent pas imposer une vision purement didactique. C'est-à-dire, ce qui m'emmerde, c'est quand des enseignants expliquent que enseigner, c'est ça. C'est dérouler le programme d'un bout à l'autre et faire des vérifications de connaissances. Ben, moi, je crois que non. Il y a ça dedans, mais il n'y a pas que ça.
il y a d'autres choses. Et il y a le droit aussi à une pluralité, là, que des gens fassent des contrôles de connaissances. Ben, pourquoi pas? Moi, c'est pas ma façon de faire, mais en fait, voilà, globalement, il faut sortir d'une vision d'affrontement pour aller dans une vision de pluralité et de coopération et de transformation. Et du coup, il y a de la place pour plein de choses. Peut-être que la seule chose qui est exclue de ce monde-là, c'est l'idée qu'il n'y a qu'une solution, qu'une façon de faire. Et de rentrer dans un truc où on accepte que il y a plein de personnalités, plein de façons de faire, et la maquette devient un moment d'expérimentation. C'est-à-dire, on essaye un truc, et puis ensuite, on a du feedback des étudiants, et l'année d'après, ou le semestre d'après, on se dit, bon, ça a vraiment bien pris, ou alors ça, il y a un truc qui a merdé, ça ne s'est pas passé comme on voulait, ou les étudiants nous ont fait tel retour, et on apprend progressivement. Et ça transforme la pratique des enseignants et enseignantes d'une espèce de roue de hamster de toutes les années qui se ressemblent, et au bout d'un moment, il y a pas mal de collègues qui sont pas loin de la dépression, ou carrément en dépression, quoi, tellement ils ne voient pas, ça se ressemble d'une année sur l'autre, ça finit par... Enfin, ouais, ça peut vite être un peu moche, quoi. Là, avec cette pratique, cette fabrication de maquettes qui implique des choses personnelles, du dialogue, éthique, société, sciences, technique, ben en fait, chaque année est une nouvelle série de tentatives, de surprises, d'expériences. Et ouais, les ateliers, euh, j'ai un atelier que j'attends en me disant, ouais, ça va être sympa parce qu'ils vont progresser. Ça va. Et j'ai un atelier que j'attends chaque année en me disant, mais ça va être trop cool. Je suis content de retrouver les gens qui vont intervenir aussi, content de voir les étudiants évoluer, content de les voir progresser, en fait. Et je trouve que ça, c'est un truc que permet le cadre de l'APC. Si on met vraiment les SAE au cœur de la maquette pédagogique, on a plein de moments où on peut les accompagner et les voir grandir. Et ça fait du bien. En fait, c'est hyper cool. Et voilà, ce mélange, je ne sais pas si ça peut aider des collègues, mais ce mélange de accepter de mettre de soi des choses qu'on aime, qui nous sont chères, euh, et, et faire des expériences, voir ce que ça donne, ben, en fait, ça fait une pratique pédagogique, je trouve, qui est vraiment beaucoup mieux que des emplois du temps qui se répètent toutes les semaines. Et les collègues qui, cette année, ont participé à notre réunion pédagogique, où on a 2 jours pendant lesquels on fait la maquette de l'année prochaine, on dit, mais c'est trop cool, votre manière de faire l'année, la maquette, et de préparer l'année suivante, c'est vraiment chouette. Et j'ai Et l'impression. c'est peut-être ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important, très fort dans ce que tu viens de dire, c'est que quelque part, pour éviter de subir cette réforme, pour éviter de subir un métier de façon générale, il faudrait être en mouvement, en fait, se mettre en mouvement. Et comment est-ce qu'on se mettra en mouvement? C'est justement en s'appropriant, dans le cadre de l'approche par compétences, s'appropriant cette nouvelle réforme. Et comment? En se donnant, entre guillemets, en osant, en se donnant le courage et les moyens d'oser proposer une vision qui me tiendrait à cœur, la faire challenger, de la construire avec des personnes, quitte à, comme tu l'as dit, à ce que ça soit pas parfait, qu'on se rate, qu'il y ait des ratés, mais qu'à chaque fois on essaye de faire un peu mieux. Ça casserait quelque part le côté extrêmement linéaire et redondant de la chose en apportant une vision qui se traduit en destination, et les enseignants chercheraient à naviguer vers cet objectif-là, et ça rendrait, en fait, on pourrait presque dire que les choses seront à peu près les mêmes, mais la perspective avec lesquelles on les prend en compte et on agit va donner des ressentis et un vécu bien différent. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est assez clair. La vraie grosse différence, c'est vraiment l'importance de l'équipe pédagogique. C'est que souvent, les équipes ne sont pas des équipes. En tout cas, j'ai constaté j'ai constaté une grosse transformation avant la PC, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent seuls. Ils font leurs cours seuls, leur TP seuls, et leur vie, en fait, presque, elle est tout le temps seule. C'est super triste. Alors, on a le droit d'être introverti, hein, je ne veux pas du tout forcer les gens à des interactions. Ouais. Euh, Là, l'approche par compétence est un espace où on peut, et qui nous incite très fortement à travailler ensemble. Alors, déjà, il ne faut pas faut pas faire du mal, donc c'est pas évident, mais s'il y a des gens qui ne s'en sentent pas du tout capables, eh ben, il faut les laisser tranquilles. On ne peut pas forcer les gens, c'est l'université. Si les gens veulent pas, on n'a pas de moyen de les forcer, et quelque part, tant mieux.
Donc, il faut accepter qu'on ne va pas y arriver à 100%, c'est pas grave. Mais avec ceux qui ont envie, ben, ça change beaucoup la pratique parce qu'on se retrouve à dialoguer. Et en dialoguant, et en faisant des ateliers, des SAE à plusieurs, l'idée d'une SAE portée par une seule personne, c'est assez bizarre. Ça ne devrait pas exister. C'est toujours un travail multiple qui mélange différentes disciplines universitaires et des intervenants de la société civile qui vont apporter, notamment des vacataires en unité, qui vont apporter des savoir-faire. Et il se trouve que quand les choses se passent comme ça, euh, les vacataires apprennent, les intervenants professionnels apprennent et s'enrichissent du monde, notamment de la recherche, et les enseignants et les enseignants-chercheurs apprennent vachement les uns des autres, les unes des autres, et apprennent du monde professionnel. Donc les étudiants bougent dans ce travail d'équipe, mais les enseignants bougent aussi beaucoup, comme tu l'avais dit déjà tout à l'heure. Donc, je pense que peut-être les enseignants peuvent s'accorder un peu plus de liberté, un peu plus d'audace, parce que souvent les enseignants sont d'anciens bons élèves, et donc ils font ce qu'on leur dit de faire. Et là, il y a un truc pour moi, c'est pas mal de mettre un peu de rébellion là-dedans. Alors, en fait, on a beaucoup plus d'espace que ce qu'on a l'habitude de croire. Donc, en prendre conscience, ça c'est chouette. Laisser tranquille les gens qui sont trop en souffrance, parce qu'ils n'ont pas besoin on leur en rajoute sur leur barque. Il y a plein de gens en souffrance. Et donc, il ne faut pas qu'en voulant bien faire, on ajoute à la souffrance. Et faire avec les gens qui ont envie, en mettant l'accent sur l'équipe et l'expérimentation, en laissant la porte ouverte pour que à n'importe quel moment, si quelqu'un trouve que ça a l'air sympa, il puisse venir et essayer. Et je trouve que ça ne transforme pas radicalement, mais c'est déjà pas mal. Et les gens que j'ai observés dans ces contextes-là, en fait, ont vachement plus le sourire, sont beaucoup plus heureux de leur vie professionnelle en tant qu'enseignant, enseignante, enseignant, chercheur ou pas, parce que euh, c'est juste mieux, quoi. Oui, alors je partage tout à fait tes avis, ne serait-ce que accepter, oui, ouvrir sa porte, ouvrir la porte de son cours, c'est aussi ouvrir la porte de son monde et accepter des gens. Et c'est pas parce que quelqu'un de nouveau rentre là-dedans qu'il va forcément mettre le bazar. Au contraire, il va s'intégrer au décor et il va même apporter plein de choses positives qui sont pas forcément confortables sur le moment, pas toujours, mais Ouais. l'inconfort peut mener au beau, pour reprendre notre discussion un peu philosophique. Ouais, Ce qui est- tout à fait. Il y a un changement de posture aussi que beaucoup de collègues n'ont pas l'air de voir et dont ils se rendent compte quand ils viennent en visite à Bordeaux, c'est que on met souvent, on change le centre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas où c'est les enseignants qui vont passer entre les groupes d'étudiants et étudiantes, qui peuvent être des petits groupes, des binômes. Il y a aussi du travail solo, et parfois des grands groupes. Mais c'est les groupes qui sont constitués et une partie du travail va consister à aller les voir et à dialoguer directement, ce qui permet aussi cette observation et cette alimentation de réflexivité. Ça crée, c'est pas 100% de la pratique, mais il y a plus de moments, je trouve, où on est en dialogue direct, parce qu'en fait, si on leur donne des choses suffisamment complexes à faire, suffisamment authentiques, mais en fait, c'est pas simple. Et donc, ça suscite des discussions et des échanges sur lesquels on n'a pas toujours les réponses. On a souvent des expertises et des avis qui peuvent aider, mais pas toujours les réponses parce qu'il n'y en a pas forcément, plusieurs. Et, et là, il y a un travail intéressant qui se joue. Et voilà, ce changement de posture, quand les gens acceptent, les enseignants et les enseignantes acceptent de plus être au centre et de plus être euh, en maîtrise totale, d'accepter de venir aider et de parfois dire je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire là, euh, ben, ça fait une pratique là aussi qui est plus riche. Le fameux lâcher prise. Oui, qui dépend aussi d'une capacité de l'équipe à ne pas se moquer, à ne pas mettre en porte-à-faux des gens qui sont peut-être déjà en grande souffrance et accepter de dire, bah voilà, on est comme on est. Il y a plein d'enseignants qui sont des très mauvais pédagogues, qui s'intéressent pas du tout à la pédagogie, mais ça en fait pas, c'est quand même, ça peut être quand même des bonnes personnes, des gens chouettes, avec leur sensibilité, avec plein de culture. Et donc, c'est pas, enfin, parce que c'est souvent les enseignants en difficulté qui sont super résistants face à la PC, parce que quand t'en chies dans ta classe, que tu te fais déboîter tout le temps par les étudiants et étudiantes qui te foutent le bordel, qui te font remarquer tes incapacités tout le temps, t'as pas du tout envie d'avoir des collègues qui viennent voir le spectacle, quoi. Ça fait vraiment mal. Et bah, il faut pas augmenter la douleur de ça.
Et donc peut-être que ça peut être l'occasion, quand la personne se sent prête ou en faisant des tentatives, de casser cette dynamique de classe où l'enseignant souffre pour aller vers d'autres dynamiques où l'enseignant va peut-être trouver une meilleure place. Et voilà, faut pas, enfin, on n'arrive pas à quelque chose en ajoutant de la souffrance. Il faut accepter que il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts et qui ne seront pas, hein, qui ne seront jamais prêts. Oui, ou en tout cas, il va falloir un long chemin avec un bon accompagnement. Et juste comme ça, tu avais dit qu'on avait jusqu'à 17h30 et il est Oui, je crois qu'on a 18h. dépassé un peu, ouais. J'ai un peu raté. C'est la Mais première fois que j'ai du mal avec les horaires. et justement, alors peut-être que on- je vois qu'on pourrait encore en discuter longuement. C'est très bien qu'on ait abordé la question la question de l'approche par compétences, du référentiel de compétences, de l'état d'esprit dans lequel tu avais quand tu t'es engagé là-dedans, parce que c'est aussi là pour faire écho. Et peut-être qu'on aurait besoin d'un autre épisode pour, euh, pour cette fois rentrer dans la grande question et consacrer pas mal de temps spécifique à comment est-ce qu'on évalue des compétences, parce que je pense à cette question, vu qu'on en avait déjà parlé toi et moi, et je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui se disent, mais comment est-ce qu'on évalue des compétences? Parce que jusque-là, on évaluait des ressources, on évaluait des connaissances, mais on ne sait pas comment évaluer des compétences. Et donc là, le temps, il défile, mais si tu veux, on Ouais, pourrait mais peut-être faire ça. on peut tout à fait. Je suis pas sûr d'avoir énormément de clés, mais euh, prenons un autre temps, si tu veux, pour parler notamment de l'articulation entre les évaluations de ressources, de essais et de portfolio, parce que j'entends beaucoup de gens qui deviennent cinglés avec l'impression d'évaluer 12 fois les mêmes choses. Exactement. Ça, on peut Et- en reparler techniquement sur quel était, pour ce que j'ai compris, en tout cas, l'état d'esprit de départ Mhm. et à quoi c'est arrivé, et aujourd'hui, comment on peut faire avec. Sur la question d'évaluer les compétences, déjà, il faudrait accepter d'évaluer avec maximum 3 niveaux, c'est-à-dire pas du tout compétent, euh, pas à top et compétent. Après, on peut, si ça fait plaisir, on peut dire super compétent, mais clairement, ça sert à rien. On a juste besoin de savoir, c'est pas tout à fait binaire, mais c'est ternaire, quoi. On a besoin de savoir si la personne, on n'y est pas du tout, elle capte pas de quoi ça parle, comment on fait, elle sait pas, elle n'y arrive pas, elle comprend pas les enjeux, elle voit pas par où le prendre, on n'y est pas du tout. Ou si la personne, c'est un début, mais c'est vraiment trop juste. Ou si c'est OK, la personne, elle voit de quoi ça parle, alors c'est un chemin qui va être long, parce que ça donne l'impression que compétent, c'est fini. Alors que compétent, souvent, c'est le début, en fait. On Exactement. C'est un peu comme démarre. lorsqu'on a le permis de conduire. On s'éclate et on apprend, on construit notre conduite une fois qu'on a le permis. Moi, je sais toujours pas trop conduire, donc j'ai un permis difficilement obtenu et bon, je ne progresse pas beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est peut-être comme élément pour évaluer la compétence, ben, euh, s'appuyer sur des situations suffisamment euh, compliquées pour voir comment se débrouillent les gens, des trucs vraiment un peu difficiles, quoi, de la vraie vie, et voir comment ils se débrouillent. Et là, on voit si c'est OK ou pas. Mais c'est pas beaucoup plus fin que ça. Et moi, je me méfie énormément des grilles, parce que les grilles sommatives, les grilles d'évaluation sommative, aboutissent systématiquement à masquer. Déjà, c'est très bureaucratique, j'aime pas beaucoup ça. Ça fait beaucoup de trucs à remplir et ça masque la réalité. Dans mon expérience, euh, on voit la personne, on discute un petit peu, on lui demande de montrer concrètement, de prouver. Si on pense que la personne nous bidonne, nous raconte des cracks, il faut demander de prouver que c'est bien la personne qui a fait. Donc là, il y a la question de la réalité, la vérité de la preuve. Et une fois qu'on est confiant sur le fait qu'on est rassuré sur le fait que c'est bien la personne qui a agi, ben, c'est vraiment au doigt mouillé. C'est oui, c'est bon, ça va, c'est assez, ou non, ça va pas du tout, on n'y est vraiment pas du tout. Ça, c'est rude parce qu'il y a plein d'enseignants, s'ils ne peuvent pas mettre des demi-points et s'ils n'ont pas une grille à remplir, ils sont en panique. Ils ont l'impression qu'ils ne respectent pas l'égalité entre les personnes, qu'ils vont faire du jugement à la tête. Mais moi, je n'ai pas cette perception quand tu vois que quelqu'un n'y est pas du tout. C'est pas à la tête, c'est juste que euh, tu vois, par exemple, sur la première compétence, comprendre les usages dans lesquels il y a de la recherche utilisateur, si tu questionnes ou tu regardes la personne fonctionner, tu vas voir si elle a compris ce qu'est de la recherche utilisateur, faire un entretien semi-directif, par exemple. Est-ce que l'étudiant, l'étudiante a compris pourquoi on faisait l'entretien et à peu près comment on le menait, comment on allait
en tirer ensuite des conséquences, une compréhension des choses, tu vois, si elle a compris, ou si pour elle, il suffit de faire, pour la personne, il suffit de faire des personas bidons et c'est bon, le boulot est fait. Et là, tu vois, entre quelqu'un qui va te dire, nous, on fait écrire des textes sur on a renommé les portfolios carnet de bord, on leur fait écrire des textes. Donc, tu en as, comme la compétence porte le verbe comprendre, il y en a qui te disent, c'est important de comprendre ce qu'on fait. Alors là, tu dis, bah, on n'y est pas du tout. La personne n'est même pas rentrée, en fait, dans le sujet. Et ensuite, tu vois si il y a des trucs en cours d'acquisition, ou alors, c'est bon, la personne a compris complètement que ce soit par du quantitatif ou du qualitatif, si on veut développer une bonne compréhension, il faut de l'enquête. Et donc, sur cette base d'enquête, d'écoute sincère ou d'immersion, ben, on va dégager des choses qui se passent réellement et du coup, une compréhension authentique de ce qui est en train de se passer en termes d'usage. C'est pas, les grilles, elles vont pas nous aider tellement, quoi. Donc là, il y a un peu un saut dans l'inconnu pour beaucoup. Oui, oui, oui. Et tu sais, je prends des références plus ou moins bidons, mais ça fait penser à Pirates des Caraïbes, le premier, quand je crois que c'était le capitaine Barbossa expliquait. Mais en fait, le code, c'est pas vraiment un règlement, c'est plus un guide qu'autre chose. On s'en sert pour se driver et rien de plus. Vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre. Mais j'ai beaucoup repensé à ça. C'est-à-dire que oui, on peut se servir des grilles comme un repère pour aider, faciliter une navigation consciente et dirigée. Mais si on se sert de la grille comme une façon de se cacher derrière et justement de faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans, eh ben là, je trouverais ça un peu plus problématique. Parce que, voilà, Reparlons-en, si tu veux, dans un épisode ouais, complet là-dessus, parce ouais, qu'effectivement, il y a plein. En BUT, en tout cas, c'est un gros sujet, notamment à cause de toutes ces règles qui ont été fabriquées en cours de route, qui font que c'est pas simple à comprendre, quoi. Et ça a pas de sens pédagogique, hein. C'est hmm, pas pour des raisons pédagogiques, c'est oui, vraiment pour c'est plus pour des raisons logistiques et de traitement de la masse. administratives et pour forcer des récalcitrants à ne pas à ne pas complètement saboter l'APC. C'est-à-dire, en fait, euh, beaucoup de gens voudraient que les SAE aient un coefficient très très bas pour qu'ils puissent continuer à faire simplement leurs ressources, quoi. Il y a beaucoup de collègues, le portfolio, ça les emmerde, c'est comme le PPP, on file ça à la personne qui dans l'équipe ne va pas avoir la capacité à refuser. Donc la personne qui est la dernière arrivée, la personne la plus précaire, enfin bon, parce qu'on s'en fout. Et les SAE, c'est des projets, on file ça, on s'en débarrasse auprès d'une personne vacataire ou il y a beaucoup de profs d'expression communication qui se retrouvent à s'occuper de ça parce que bah, les autres ne veulent pas. Et les règles, j'en ai vu beaucoup en tout cas, qui étaient créées au fur et à mesure pour euh, éviter ça. Et la pondération 40-60 sur les SAE et les ressources, normalement, ça devrait être 100% SAE. Et pas le fait de dire on peut mettre 60% sur les ressources et 40% sur les SAE avec des enseignants qui râlent que 40% c'est déjà beaucoup, c'est vraiment le signe que les gens n'ont pas du tout compris. Enfin, les gens qui râlent dans ce sens-là n'ont pas du tout compris l'idée. Hmm, oui, oui. Ça, on est nombreux à se faire cette remarque. Enfin, nombreux en tout cas dans les personnes avec qui j'ai pu échanger. Et je suis aussi d'accord, hein, il faudrait qu'on consacre un nouvel épisode spécifique à l'évaluation par compétences, enfin, l'évaluation des compétences et la question assez controversée des grilles. Et peut-être justement, vu qu'on arrive sur cette fin, allez, quel conseil tu pourrais demander aux enseignants qui nous écouteraient? Conseil, si conseil tu vois, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Demander ou donner Donner. aux enseignants, euh, peut-être d'essayer de souffler un peu et de se redemander euh, ce qui leur ferait envie, sur quoi ils ont envie de bosser et avec qui. Et d'aller travailler sur les choses qui leur plaisent, de fabriquer des formats pédagogiques qui leur permettent de travailler sur des choses qui leur plaisent avec des gens avec qui ils ont envie de bosser, dans l'équipe pédagogique ou ailleurs, parce qu'on a la liberté de faire intervenir plein de gens en unité. Des vacataires, des personnes qui viennent pour des confs, enfin, des confrères et consoeurs dans la recherche, enfin, on a une liberté folle. Et, et voilà, peut-être que sortir de la course de la roue de hamster et se demander ce qui leur ferait plaisir, ce qui les intéresserait, et puis d'essayer de mettre en place ça pour l'année prochaine sur un format, peut-être prévoir une semaine ou deux dans l'année. Et c'est une manière de mettre le pied à l'étrier parce que quand ils auront constaté que cette semaine ou ces 2 semaines, bah, elle marche,
que c'est kiffant à faire, que les étudiants et étudiantes, ils sont à fond, ben, ce sera peut-être possible de passer à 3 semaines, 4 semaines, et puis d'embarquer d'autres collègues en disant, viens voir, c'est marrant. Parce qu'au fond, il n'y a pas de raison qu'on fasse un métier chiant. Il est passionnant ce métier d'enseignement. Et quand on mélange enseignement, recherche et pratique professionnelle, franchement, c'est une chance dingue. J'allais te demander un mot de la fin, mais je pense que tu l'as en fait. J'en sais rien, mais ouais, si les gens, les collègues peuvent se reposer pendant les vacances, bon, la situation politique est tendue là, donc bon, je sais pas voilà, ce que ça va donner, j'espère que ce sera pas trop catastrophique, mais se reposer et revenir en se disant que, en fait, tout ça, on est quand même supposé être utile en faisant des choses intéressantes. Et plus on fait des choses qui nous intéressent, plus a priori on les transmet avec passion. Donc normalement, ça s'alimente, quoi. Donc si on se fait chier ou qu'on a l'impression d'être submergé, c'est peut-être qu'on se retrouve, on a trop accepté de trucs chiants et qu'il faut voter en touche des trucs parce que de toute façon, ça change rien, hein. On a une hiérarchie complètement dysfonctionnelle à l'université, donc tu peux même complètement t'arrêter de venir en cours, ça ne changera rien. Donc juste prendre cette liberté et en faire un truc cool, des tentatives de trucs cool. Et puis voilà. Prendre la, prendre la liberté de faire des trucs cool. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toi.